il est 7h40. Votre invité, Mathieu Béliard, c'est Didier Raoult, infectiologue au pôle de maladies infectieuses au CHU de la Timone à Marseille, directeur de l'Institut Méditerranéen Infection. Bonjour, en direct depuis Marseille. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Vraiment, cette information nous intriguait. Vous dirigez, je le rappelle, l'Institut Méditerranéen Infection en pointe dans la lutte contre le coronavirus. Et vous affirmez ce matin qu'un traitement réservé au paludisme d'ordinaire, un simple traitement, pourrait être une réponse face au coronavirus. D'abord, ces informations, vous les tirez d'une étude chinoise, d'une évaluation clinique faite en Chine sur une dizaine d'hôpitaux à Wuhan, Pékin, Shanghai. Cette étude, vous l'avez lue, vous vous basez sur cette étude. Est-ce que vraiment ce sont des informations fiables ? Alors, écoutez, je pense qu'il va falloir avoir une bascule dans la réflexion actuellement et comprendre que les Chinois actuellement dans le domaine des maladies infectieuses et dans le domaine de la virologie sont les meilleurs au monde. Donc il faut arrêter de penser que ce qui se passe en Chine ou ce qui se découvre en Chine est d'une qualité inférieure. C'est les plus rapides, c'est les plus fonctionnels, c'est les mieux organisés. Moi-même, le bâtiment que j'ai fait ici, qui est unique en France, est quelque chose que j'ai imité en voyant le grand hôpital de Shanghai qu'ils ont construit en 2 ans à la suite du SARS. Et donc, il faut arrêter de mettre en doute. Très bien. Il y avait simplement, ce ne sont pas les scientifiques chinois qui sont à remettre en cause, évidemment, mais le régime, sa communication. Non, mais ça, c'est des scientifiques chinois qui ont publié J'avance. ça. Le phosphate de chloroquine, Didier Raoult, c'est ce traitement utilisé contre le paludisme. C'est quoi la chloroquine ? La chloroquine, c'est un médicament qui a de multiples actions, mais une de ses actions très importantes, c'est qu'elle change l'acidité d'une vacuole, d'une poche qui se trouve dans les cellules qui détruit les bactéries et les virus. Et ce faisant, il y a des enzymes qui permettent de sortir de cette poche pour envahir les cellules qui ne sont plus actives. D'accord. C'est un peu comme ça qu'elle travaille dans le paludisme. Elle empêche de manger, en pratique. C'est comme ça, nous, on l'utilise depuis très très longtemps dans des infections avec des bactéries qui vivent comme les virus à l'intérieur des cellules. Et ça marche très bien. J'utilise ça depuis 30 ans. Et donc, on avait publié déjà depuis 10 ans que c'était un des médicaments d'avenir dans le traitement des infections virales. Mais les gens préfèrent les médicaments nouveaux pour les questions nouvelles que le repositioning, qui est devenu une grande spécialité chinoise, c'est-à-dire l'utilisation de molécules anciennes dont on connaît la sécurité et qu'on peut utiliser immédiatement et pas perdre 5 ans, si vous voulez, pour la réglementation, la toxicité, etc. Et on a parfois des surprises en testant comme ça, d'une manière empirique, les anciennes molécules. Et c'est ce que font très pratiquement les Chinois. Et oui, parce que c'est un médicament qu'on connaît très bien. Ça fait 70 ans qu'on l'utilise contre le paludisme. Alors, les résultats, je précise un peu sur l'étude, sur plus de 100 patients ont démontré que le phosphate de chloroquine, donc que ce médicament, était plus efficace que le traitement reçu par un autre groupe, un groupe comparatif évidemment, pour contenir l'évolution de la maladie, pour que le patient redevienne négatif au virus. Pour raccourcir la durée, vous dites on a peut-être une solution extrêmement simple finalement à cette épidémie mondiale. Bah oui, vous savez, je suis un scientifique raisonnable, donc quand les gens font la démonstration qu'un produit est efficace au laboratoire sur non seulement ce virus, mais le virus le plus proche, le SARS depuis bien longtemps, qu'on sait que c'est une molécule qui est totalement anodine et qu'on montre sur un groupe de patients aussi large que nous ne pourrons jamais avoir, parce que je vous rappelle que le nombre de patients que nous avons tous ensemble ne peut pas se comparer à cette simple étude. Je vois pas comment on pourrait faire autrement que de demander aux Chinois. C'est ce que j'avais fait d'ailleurs. J'avais eu une interview à la radio chinoise, 1 milliard d'auditeurs quand même. C'est ce que j'avais fait en leur disant, nous en France, moi ce que j'attends, c'est que vous nous donniez rapidement les résultats d'une étude chez les humains de la chloroquine. C'est ce qu'ils font. Ils publient très rapidement, d'ailleurs en chinois, ce qui prouve bien qu'ils se fichent un peu de nos médias occidentaux, ce qui a un sens, parce que ce sont les leaders mondiaux actuellement de la science, les Chinois. Il faut regarder. Et vous dites, parce qu'on rappelle que ça fait 70 ans qu'on utilise ce médicament, qu'on connaît ses effets secondaires, que c'est sûr que il n'y a pas d'inquiétude à avoir avec cette molécule-là. Vous dites aussi que c'est pas cher, accessoirement, sans danger et pas cher. Ça coûte
rien. Ouais. Ça coûte rien, ça coûte 10 centimes le comprimé. Enfin, vous vous rendez compte. Donc c'est un truc qui est susceptible d'être diffusé partout. C'est peut-être, je veux pas être trop paranoïaque, c'est peut-être pour ça qu'en France on est moins, ou dans les pays développés, on est moins intéressé par le repositioning de molécules qui coûtent rien que le financement de recherche qui coûte. Oui, ça sert à rien de prendre plusieurs mois, dites-vous, dans la recherche pour trouver un vaccin, alors qu'un traitement moins cher existerait déjà. Je mets évidemment du conditionnel, je parle sous votre contrôle. Vous en avez parlé au ministère de la Santé déjà, Olivier Véran. Oui. Qu'est-ce qu'on vous répond? Il m'a dit qu'il regardait le problème, ce qui est bien. Après, si vous voulez, la rapidité de réaction des journalistes, des scientifiques et des politiques n'est pas nécessairement la même. Les politiques, quand ils réagissent trop vite, on leur reproche beaucoup après. Donc ils prennent le temps de la réflexion, ils ont raison. Toutefois, ces données, encore une fois, comme vous l'avez vu, le texte est en chinois, il faut le traduire. C'est pas très compliqué, mais enfin, il faut le traduire du chinois. Et dedans, il faut avoir une réflexion maintenant active. Mais vous savez, encore une fois, nous, on a l'habitude d'avoir des processus décisionnels qui sont collectifs, avec tout le monde en Europe qui donne son idée. L'OMS qui n'est pas constitué d'experts. Les gens savent pas de quoi ils parlent à l'OMS. C'est très frappant. Et donc, tout ça encombre beaucoup la décision. Ce qui fait la différence d'ailleurs avec la Chine, c'est la vitesse d'activité et de décision qui est spectaculaire. Déjà, pour pouvoir mettre en place une étude de cette nature en France, les comités d'éthique, les comités de protection des personnes, etc., auraient pris déjà un temps fou et l'épidémie serait déjà finie, qu'on n'aurait pas encore commencé les essais. Donc, si vous voulez... Didier Raoult, je voudrais juste vous poser aussi une question, une vitesse d'action du côté chinois, on le comprend bien, à suivre côté européen, côté français. Je voudrais juste vous consulter sur des travaux de certains de vos confrères, en l'occurrence, de plusieurs infectiologues qui estiment que Covid-19, le coronavirus, pourrait à terme s'installer comme une maladie respiratoire qui reviendra à chaque saison, un peu comme les grippes qu'on connaît ou la gastro-entérite. Est-ce que le coronavirus peut devenir une maladie saisonnière ? Vous savez, j'ai l'habitude de dire, pour les prédictions, c'est juste à côté de chez moi, c'est Nostradamus. C'est à Salon, c'est pas à Marseille. Pour le reste, si vous voulez, nous avons 13 virus respiratoires saisonniers qui reviennent tous les ans. Si on en a un 14e, ça changera probablement pas l'espérance de vie, ni la mortalité par infection respiratoire qui a diminué, qui a été divisé par 2 dans le monde depuis une vingtaine d'années. Donc ça n'arrête pas de diminuer, en particulier parce que contrairement à ce qu'on dit, il faut donner des antibiotiques dans les infections virales respiratoires graves parce qu'ils meurent souvent de co-infection avec des bactéries. Donc il y a quelques grandes bêtises qui sont répétées auxquelles il faudra faire attention. D'ailleurs, les bons médecins, quand il y a des grippes graves ou des infections virales respiratoires, donnent des antibiotiques et on a prouvé chez les enfants que donner des antibiotiques diminuait la sévérité des infections virales respiratoires. Donc il faut sortir un peu des leçons de l'école primaire pour revenir à la vraie science, d'une part. Donc il faut savoir changer d'avis. Donc il faut avoir des gens qui suivent la littérature, qui savent ce qui se passe et qui prennent des décisions en accord avec la connaissance. Didier Raoult, merci. Et donc, bien sûr, c'est possible. Ça fait partie des possibles. C'est pas, pourquoi pas. Vous savez, on va suivre. On va attendre pour les prévisions. J'ai bien compris le message. Pour la science, il y a les prévisions chez Nostradamus et je vous coupe, Didier Raoult. Il y a les prévisions chez Nostradamus et la science ce matin avec vous sur Europe 1. Je crois qu'il ne m'entendait plus à la toute fin, en liaison en direct depuis Marseille, Didier Raoult, que je remercie avec... ce qui sera un gros point d'interrogation ce matin. Est-ce qu'on a une solution et une solution que l'on connaît, qui n'est pas chère face au coronavirus? Nous allons suivre de près, évidemment, être prudents toujours et suivre de près les évolutions de la lutte contre ce Covid-19.